L'Ukraine n'essaie plus de rivaliser avec la Russie, soldat pour soldat. À la place, le pays construit quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, une armée de robots. Nous parlons de véhicules terrestres sans pilote, qui rampent dans les tranchées, livrent des fournitures sous le feu, évacuent les soldats blessés et vont même directement dans les positions russes chargées d'explosifs. Tout cela en gardant les soldats ukrainiens aussi loin que possible de la zone de danger. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'une grande partie de cette technologie est développée dans des ateliers de garage, des entrepôts datant de l'époque soviétique et des installations de fortune à seulement quelques kilomètres des zones de combat actives. Alors, voyons comment l'Ukraine est passée d'une quasi-absence de capacité robotique à la pointe de l'innovation dans la guerre terrestre en moins de 3 ans. Et pourquoi toutes les grandes puissances militaires de la planète s'empressent désormais de comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la guerre. Au début de la guerre, les capacités de l'Ukraine en matière de drones se limitaient à une vingtaine de drones turcs Bayraktar et à quelques unités de volontaires pilotant des quadricoptères grand public. Il n'y avait pas de robots terrestres, pas de systèmes autonomes, rien du tout. Avançons jusqu'en décembre 2024, et les forces ukrainiennes ont mené le tout premier assaut entièrement robotisé documenté au monde contre des positions russes. Aucun soldat humain n'a participé à l'attaque proprement dite, seulement des drones dans le ciel et des véhicules sans pilote au sol, travaillant ensemble pour neutraliser les positions ennemies. En juillet 2025, la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine est allée encore plus loin. Ils ont mené toute une opération, en utilisant uniquement des drones et des robots terrestres, qui a forcé les troupes russes à se rendre. 0 perte ukrainienne. Voilà un aperçu de la façon dont les guerres pourraient être menées à l'avenir. Mais ces opérations spectaculaires ne racontent pas toute l'histoire de la façon dont l'Ukraine en est arrivée là. Pour comprendre cela, il faut se rendre dans des endroits comme l'atelier, dirigé par Oleksandr, un commandant de peloton du bataillon Antares, qui opère depuis un ancien entrepôt soviétique dans l'oblast de Donetsk. L'histoire d'Oleksandr est celle de la révolution des robots terrestres en Ukraine, à l'échelle d'un microcosme. Il a construit toute son unité grâce à des relations personnelles, des collectes de fonds, des tombolas et des dons provenant de réseaux civils. Son peloton ne garde que quelques robots pour lui-même. Le reste va à d'autres brigades qui en ont plus besoin. Le travail ne s'arrête jamais. Lorsque les fabricants livrent de nouveaux véhicules terrestres sans pilote à des unités comme celle d'Oleksandr, ils arrivent avec un défaut fatal. Les systèmes de communication analogiques par défaut sont déchirés comme du papier par le brouillage russe. Alors l'équipe d'Oleksandr les démonte complètement. Ils soudent de nouveaux châssis, refont tout le câblage et installent des terminaux Starlink, des réseaux LTE ou des liaisons numériques cryptées avant qu'ils ne soient prêts pour le combat. La conversion d'un seul VGT, ou véhicule terrestre sans pilote, coûte entre 750 et 1000 $ sans compter le matériel Starlink et l'abonnement. Ensuite, il y a l'entretien constant. Ces machines subissent des traitements brutaux sur le terrain et doivent être révisées après chaque mission. Mais voilà le point important. Cela en vaut la peine, car une fois améliorés, ces robots peuvent accomplir des tâches qui sauvent des vies ukrainiennes chaque jour. Parlons du calendrier. Parce que l'évolution des systèmes sans pilote ukrainiens s'est produite à une vitesse fulgurante. Début 2022, la capacité robotique de l'Ukraine était pratiquement nulle. À la mi-2022, des unités de volontaires transformaient des drones grand public DJI en bombardiers de fortune, lents, vulnérables, mais suffisamment efficaces pour détruire des chars valant des millions de dollars. Puis est venue la révolution des drones FPV en 2023. L'Ukraine a produit près de 600 000 drones à vue à la première personne cette année-là. Des descendants de drones de course capables de fendre les arbres et de percuter des cibles avec une précision chirurgicale. En 2024, il y avait 15 millions de drones FPV. En 2025, l'Ukraine est en passe de produire à elle seule 45 millions de drones FPV. Cela représente plus de 12 000 chaque jour. Mais alors que les drones aériens faisaient la une des journaux, quelque chose de plus discret se passait au sol. Des expériences à petite échelle avec des véhicules terrestres sans pilote avaient lieu dans plusieurs brigades. Certaines unités testèrent des plateformes à roues, d'autres essayaient des modèles à chenilles. Tout le monde apprenait ce qui fonctionnait ou non par essai et erreur. Sur les champs de bataille actifs, à la fin de 2023, des robots terrestres ont commencé à apparaître dans les images de combat. De petites machines livraient des fournitures aux positions avancées, d'autres, un peu plus grandes, évacuaient des soldats blessés des tranchées sous le feu.
Décembre 2024 a marqué le tournant avec cette première attaque, entièrement menée par des robots. Ensuite, l'Ukraine a annoncé son intention de déployer au moins 15 000 robots terrestres d'ici la fin de 2025. Il ne s'agissait pas de prototypes, mais de robots de combat pleinement opérationnels, intégrés aux opérations au niveau de la brigade. Et en 2025, les soldats ukrainiens trouvaient constamment de nouvelles utilisations pour ces systèmes, plus vite que quiconque ne pouvait les répertorier. Le rapport Méduse de mars 2025 montrait des soldats de la 5e brigade d'assaut avec des robots de combat ressemblant à de petits quads, capables de manœuvrer à travers les décombres et d'attaquer les positions russes sous la direction de drones aériens. La percée de août 2025 est survenue lorsque la 28e brigade mécanisée d'Ukraine a dévoilé ce qu'elle affirme être le premier VBG de défense aérienne de la guerre. Un robot terrestre équipé d'un système IGLA Manpad pour abattre des aéronefs, tout en gardant les équipages à l'abri. Soudainement, ce n'étaient plus seulement des plateformes logistiques, elles devenaient des armes. Voyons maintenant en détail ce que ces robots terrestres peuvent faire, car la variété des applications est vraiment impressionnante, selon Alexandre Yapchenko, chef des systèmes robotiques du bataillon Da Vinci Wolves d'Ukraine. Il y a au moins 8 utilisations principales, et il a déclaré à Business Insider que l'une d'entre elles est la plus prometteuse. Pour les forces ukrainiennes qui utilisent les robots comme bombes, la logique est simple. Les robots terrestres peuvent transporter beaucoup plus d'explosifs que les drones aériens. Les plus gros drones aériens atteignent un maximum d'environ 10 kg de charge utile. Mais les plus petits robots terrestres, avec lesquels travaille Yapchenka, peuvent transporter plus de 22 kg, et les modèles plus grands peuvent en transporter bien plus. Et ils peuvent s'approcher beaucoup plus près avant de détonner. Des vidéos du champ de bataille montrent ces robots se diriger directement vers les tranchées russes, dans des abris creusés, voire dans des positions en sous-sol, avant d'exploser. Yapchenka a décrit une mission où son unité a envoyé un robot transportant 30 kg d'explosifs dans un sous-sol russe. Il a explosé à l'intérieur même de la structure, tuant des fantassins russes. C'est le genre de précision que les humains ne peuvent tout simplement pas atteindre en toute sécurité, et que les drones aériens ne peuvent réaliser qu'après de nombreux essais et pertes. Mais les missions kamikazes ne sont qu'une seule application. Parlons logistique, car c'est là que les robots terrestres ont le plus grand impact au quotidien. La zone de destruction en expansion de l'Ukraine s'est étendue à plus de 16 km au-delà de la ligne de front, alimentée par la prolifération des drones des deux côtés. Selon les estimations d'Army Technology, les drones représentent désormais jusqu'à 80% des pertes russes sur le champ de bataille. Mais l'inverse est également vrai, car la plupart, sinon la totalité, des blessures ukrainiennes sont liées aux drones, selon le colonel Konstantin Humeniuk, chirurgien en chef des forces médicales ukrainiennes. La tâche la plus dangereuse n'est plus d'engager l'ennemi, c'est simplement de déplacer des fournitures vers et depuis les positions de première ligne. L'Ukraine a perdu tellement de pick-up lors des missions logistiques que les unités font face à de graves pénuries de véhicules. C'est là qu'entrent en jeu les robots terrestres. Ces machines peuvent livrer de la nourriture, des munitions et des fournitures médicales aux tranchées avancées, sans exposer les soldats. Elles opèrent principalement la nuit, lorsqu'elles sont plus difficiles à repérer et à détruire pour les drones FPV russes. Et la vitesse compte moins qu'on ne le pense, car même 16 km/h est considéré comme rapide. Lorsque le champ de bataille est envahi de drones mortels sur un terrain accidenté, ils risquent davantage de se retourner ou de s'écraser à grande vitesse, alors ils avancent lentement, mais sûrement. Certains robots sont équipés de mâts relais de communication ou de modules de guerre électroniques. D'autres sont dotés de tourelles télécommandées ou de mortiers pour l'appui-feu. Mais la différence essentielle, c'est que chaque mission de robot terrestre signifie qu'un soldat ukrainien de moins doit conduire un camion à travers la zone de tir. Il y a aussi l'évacuation médicale, qui représente à la fois l'application la plus salvatrice et la plus techniquement difficile. Les robots terrestres à chenilles peuvent évacuer les soldats blessés des tranchées, sans risquer les équipes de 8 personnes, habituellement nécessaires pour ce genre d'opération. Le robot s'approche de la position. Le soldat blessé est chargé dessus et il le ramène en sécurité. Le problème, c'est que si le robot perd la communication en transportant un blessé, il laisse un soldat vulnérable abandonné à découvert, visible par les drones russes. Selon Yapchenka, son unité n'utilise les robots pour l'évacuation des blessés qu'en dernier recours. Pour cette raison précise, le risque de perte de communication est trop élevé pour en faire une pratique courante. Pourtant,
Les soldats continuent de faire avancer la technologie parce que lorsqu'elle fonctionne, elle sauve des vies dans des situations où une récupération humaine entraînerait plusieurs pertes supplémentaires. Les robots terrestres sont également utilisés pour poser des mines, ce que Yabchanka décrit comme étant très dangereux pour les soldats. Lorsque des drones russes sont constamment au-dessus de nos têtes, les robots peuvent transporter plus de mines que les soldats et les déployer sans exposer les opérateurs humains au feu ennemi. A l'inverse, les robots terrestres peuvent également déminer des zones, contrairement aux drones aériens. Ils peuvent avancer devant les troupes pour vérifier si les itinéraires sont dégagés. Si un robot saute sur une mine, c'est la machine qui subit des dégâts, au lieu de tuer un soldat. C'est un calcul brutal, mais l'équation est claire. Mieux vaut un robot endommagé qu'un Ukrainien mort. La récupération des corps des soldats tombés au combat représente une autre application sombre mais nécessaire. Récupérer les blessés nécessite généralement 8 soldats, et les expose tous aux mêmes dangers qui ont causé la première victime. Les robots offrent une alternative, même si elle n'est pas parfaite. Les machines peuvent perdre la connexion ou heurter des mines elles-mêmes, ce qui signifie que les soldats doivent encore souvent intervenir. La collecte de renseignements complète les utilisations principales. Les caméras des robots terrestres peuvent y fournir de la reconnaissance, bien que ce ne soit pas aussi efficace que les drones aériens. Même des obstacles simples comme de hautes herbes peuvent limiter leur efficacité. La perspective proche du sol n'offre tout simplement pas la même conscience du champ de bataille que des yeux dans le ciel. Mais si vous combinez des robots terrestres avec des drones aériens, assurant la surveillance, vous obtenez soudainement un système coordonné et sans équipage qui peut fonctionner de manière semi-indépendante des soldats humains. Maintenant, parlons des soldats qui construisent et utilisent réellement ces systèmes, car leurs histoires révèlent à quel point cette révolution est véritablement issue de la base. Rendez-vous sur les positions de la 5e brigade d'assaut près de Donetsk, et vous trouverez des soldats comme Agronome et Moped, tous deux utilisant des noms de code pour la sécurité de leur famille. Travaillant dans des ateliers de fortune pour modifier des robots terrestres, ils ont montré à Oleksiy Prodevoda, journaliste de Current Time, des images d'une bataille récente. Un drone terrestre de leur unité a manœuvré entre des véhicules blindés détruits avant d'attaquer les positions russes. L'ennemi ne comprenait pas ce qui se passait ni d'où venait le feu. Le drone a à peu près la taille d'un quad, et on ne peut l'entendre que lorsqu'il se trouve à moins de 30 mètres, soit environ 100 pieds, a expliqué Agronome. Nous entrions discrètement dans la zone grise et ouvrions le feu sur leur position. Moped est passé à travers. Leurs dernières améliorations, nouveaux châssis, caméras déplacées pour une meilleure visibilité, imagerie thermique pour les opérations de nuit, tourelles pour mitrailleuses ou canons de petit calibre. Ce ne sont pas des spécifications d'usine, ce sont des modifications de champs de bataille conçues par des soldats qui savent exactement ce dont ils ont besoin. Ils travaillent également sur des versions à chenilles, qui se déplacent plus facilement que les modèles à roues, ce qui les rend plus adaptés à l'évacuation des soldats blessés. Les chenilles gèrent mieux les terrains accidentés et offrent une plateforme plus stable. Ils démontent et remontent ces robots à plusieurs reprises, testant chaque itération dans des conditions réelles. C'est une amélioration continue, guidée par les retours du combat, qui se déroule en temps réel, à seulement quelques kilomètres des combats actifs. Comparez cela à l'approvisionnement traditionnel occidental, où il pourrait falloir des années pour passer du prototype à quelque chose d'utilisable ou testé dans des environnements contrôlés. Et partout en Ukraine, il y a des dizaines d'ateliers similaires. Chaque unité dispose d'équipes qui modifient, améliorent et expérimentent avec des robots terrestres. Au total, on estime que l'Ukraine compte bien plus de 500 entreprises, produisant des drones de différentes tailles et fonctions, allant d'opérations artisanales à de véritables usines, avec des chaînes d'approvisionnement. Tout cela est alimenté par le service de partage de renseignements et de surveillance de l'Ukraine, Delta, qui coordonne où les drones sont nécessaires et comment les y acheminer. Mais si l'ingéniosité ukrainienne est impressionnante, elle n'opère pas dans le vide. La Russie apprend aussi, et la course aux armements technologiques s'accélère. Après des années à être pilonnée par les drones ukrainiens, Moscou a finalement commencé à développer sa propre flotte de robots terrestres. Les médias d'État russes ont présenté un VBT armé de 4 lanceurs thermobariques assistés par fusée en août 2024. Ils arrivent tard dans la partie, mais ils rattrapent rapidement leur retard. Et cela parce que la Russie possède un avantage inhérent en matière d'acquisition militaire, ainsi que des revenus du pétrole et du gaz. La Russie consacre actuellement environ 8% de son PIB à son armée, tandis que l'Ukraine en consacre environ 35%. L'économie russe est plus forte malgré les sanctions. Et il y a toujours ce sentiment que Poutine peut injecter de l'argent dans le problème jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître. De plus,
La Russie a la Chine qui observe et qui est potentiellement prête à partager sa technologie et sa capacité de production, ce qui nous amène à l'un des plus grands défis. Les robots terrestres ukrainiens sont confrontés à la guerre électronique et à la perturbation des communications. La technologie de brouillage russe a énormément évolué au cours de la guerre. Au début du conflit, la guerre électronique était primitive et localisée. Maintenant, elle est sophistiquée et généralisée. Les systèmes de brouillage peuvent s'activer et se désactiver par intervalles de 15 minutes, obligeant les opérateurs à attendre des fenêtres d'opportunité. Les conditions sur le terrain dictent leurs propres règles, et nous devons convertir tous les drones au contrôle numérique, a expliqué Alexandre. C'est pourquoi son équipe retire les systèmes analogiques et installe des liaisons numériques cryptées, ou des terminaux Starlink. Mais même ces solutions ne sont pas infaillibles. Les drones contrôlés par fibre optique représentent l'astuce créative de l'Ukraine face au problème du brouillage. Ces plateformes traînent derrière elles des câbles à fibre optique aussi fins qu'un cheveu, pouvant atteindre 20 km de long, offrant des connexions totalement à l'épreuve du brouillage. C'est une solution du XXe siècle à un problème du XXIe siècle. Des câbles physiques qui ne peuvent pas être perturbés électroniquement. L'inconvénient, c'est que les câbles eux-mêmes sont vulnérables aux coupures ou aux accrochages. Et les soldats ont commencé à trouver des nids de oiseaux, faits à partir de câbles à fibre optique abandonnés provenant de drones abattus, ce qui est à la fois hilarant et un peu triste. La perte de connectivité reste le scénario cauchemardesque selon Japchenka. Lorsqu'un robot perd la communication, il devient simplement un tas de ferraille coûteux. Et pire encore, ce morceau de ferraille pourrait être saisi par la Russie et faire l'objet d'une rétro-ingénierie ou être piraté. Ainsi l'armée saurait comment s'y opposer. En guise de solution de repli, il y a des résultats prometteurs dans le développement de systèmes d'IA permettant aux robots de fonctionner de manière autonome lorsque la communication est perdue. Mais c'est une course au développement permanente. La technologie existe, mais la rendre suffisamment fiable pour les conditions de combat, c'est une toute autre histoire. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le succès de l'Ukraine avec les robots terrestres ne change pas seulement cette guerre, il change aussi la façon dont les armées du monde entier envisagent la guerre elle-même. Le gouvernement ukrainien a créé les forces nationales des systèmes sans pilote en février 2024 avec le colonel Vadim Soukharevski, nommé commandant en juin, désormais remplacé par le major Robert Brovdi. Il s'agit d'une toute nouvelle branche de l'armée, au même niveau que l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air. Réfléchissez-y un instant. Un pays a créé une branche militaire distincte pour les systèmes sans pilote en moins de 2 ans. La Russie a suivi le mouvement en décembre 2024 en annonçant sa propre branche dédiée aux systèmes sans pilote. Pour intégrer les technologies autonomes et robotiques dans toutes les branches militaires, l'OTAN a créé le Centre conjoint d'analyse, de formation et d'éducation, ou JITEC, en Pologne, spécifiquement pour étudier les innovations ukrainiennes. L'Alliance, qui a passé des décennies à perfectionner des systèmes d'armes coûteux et sophistiqués, essaie maintenant d'apprendre d'un pays qui fabrique des tueurs de chars dans des ateliers de garage. Les États-Unis ont lancé l'initiative Replicator avec le budget du Pentagone sur 2 exercices fiscaux, comprenant $1 milliard pour l'expansion de la production de drones d'attaque, tout en réduisant le financement des programmes traditionnels d'hélicoptères. Les États-Unis reproduisent littéralement l'approche de l'Ukraine, qui consiste à produire un grand nombre de systèmes autonomes à faible coût. Le général de l'armée à la retraite Mark Milley, ancien président des chefs d'état-major interarmés, l'a prédit. D'ici 10 à 15 ans, jusqu'à un tiers de l'armée américaine pourrait être composé de systèmes robotiques. Cette évaluation a presque certainement été influencée par les observations des technologies déployées en Ukraine. La Chine a réorganisé l'ensemble de sa force de soutien stratégique, créant 3 branches distinctes, axées sur le type d'opération intégrée de guerre électronique par drone que l'Ukraine a perfectionné. On peut donc dire sans risque que l'Occident, mais aussi la Chine, observe cette guerre de très près. Et tous s'adaptent à une vitesse fulgurante pour ne pas prendre de retard. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant pour les armées occidentales. L'Ukraine n'a pas choisi cette voie parce que c'était intéressant ou expérimental. L'Ukraine l'a choisi parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Quand vous affrontez un adversaire plus grand, avec plus de main-d'œuvre et plus de ressources, soit vous innovez, soit vous perdez. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances militaires essaient de comprendre comment intégrer ces mêmes innovations dans des forces qui ont été construites sur des hypothèses complètement différentes. Le modèle économique à lui seul est révolutionnaire. L'approvisionnement militaire traditionnel repose sur l'idée que l'on construit le meilleur système possible, quel qu'en soit le coût, parce que la qualité compte plus que la quantité. Un seul avion de chasse F-35 coûte environ 80 millions de dollars, un système de missiles Patriot coûte des centaines de millions.
Les drones FPV ukrainiens coûtent entre 400 et 500 $ chacun, ou jusqu'à quelques milliers, avec des améliorations choisies, et peuvent détruire des chars valant des millions. Les robots terrestres coûtent quelques milliers de dollars et peuvent accomplir des missions qui nécessiteraient autrement des dizaines de soldats et des véhicules coûteux. Les rapports de coûts sont tellement favorables que l'économie militaire traditionnelle ne s'applique tout simplement plus. Lorsque le défenseur doit dépenser des millions pour arrêter des attaques, qui ne coûtent que quelques milliers de dollars, l'attaquant peut l'emporter par une simple usure économique. Les robots terrestres renversent cette équation. Un VGT réutilisable qui coûte 10 000 $ et peut accomplir des dizaines de missions représente une proposition de valeur totalement différente par rapport à un missile à usage unique ou à un véhicule piloté par un humain, qui met des vies en danger. Mais revenons un instant au niveau humain, car il ne s'agit pas seulement de chiffres et de systèmes, ce sont des technologies qui sauvent la vie des soldats ukrainiens. Un soldat de la 3e brigade d'assaut, connu sous le nom de Kostas ou El Greco pour protéger la sécurité de sa famille, a expliqué la réalité aux journalistes. Pour l'instant, leur principale mission est la logistique et les évacuations médicales, avant de s'étendre à l'assaut ou au soutien-feu. Nous devons réduire les coûts et simplifier les opérations. C'est la prochaine étape, rendre ces systèmes suffisamment bon marché et simples pour qu'ils puissent être déployés à grande échelle lors d'opérations de combat direct. Mais il y a un autre problème. Yamchenka, des loups da Vinci, a décrit l'adoption inévitable par la Russie des innovations ukrainiennes. La question n'est pas de savoir si, mais quand la Russie fera de même. Donc la question est, qui ira plus vite ? Nous devons développer toutes ces choses plus rapidement que les Russes. Il a exhorté l'industrie européenne à collaborer étroitement avec les troupes et les fabricants ukrainiens pour innover rapidement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner les batailles d'aujourd'hui, il s'agit de conserver l'avantage technologique. C'est ce qui permet à l'Ukraine de survivre face à un adversaire plus grand. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de la révolution des robots terrestres en Ukraine. Quand vous vous battez pour la survie de votre pays, l'innovation n'est pas une option. Vous trouvez des moyens de faire plus avec moins. Vous transformez la technologie grand public en système militaire. Vous fabriquez des armes dans des ateliers de garage. Parce qu'attendre les procédures d'approvisionnement traditionnelles, c'est perdre. L'objectif de l'Ukraine de déployer 15 000 robots terrestres d'ici la fin 2025 peut sembler utopique, mais il est en réalité conservateur. Comparé à ce qu'ils ont accompli avec les drones aériens, ils sont passés de pratiquement zéro production de drones à 45 millions de drones FPV par an en 3 ans, en appliquant cette même courbe de croissance aux robots terrestres. Nous pourrions voir des dizaines de milliers de véhicules terrestres sans pilote opérer sur les lignes de front ukrainiennes dans les prochaines années. L'Ukraine considère évidemment ces véhicules terrestres sans pilote comme une pierre angulaire d'une future armée robotique. Une armée qui pourrait aider à compenser le manque de main-d'œuvre du pays et à garder davantage de soldats hors de danger. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à créer un bouclier technologique qui renforce les défenses de l'Ukraine et garantit que Kiev puisse rester dans le combat aussi longtemps que nécessaire. Ce travail se déroule dans des ateliers comme celui d'Alexandre, dans des installations gérées par des organisations comme Dignitas Ukraine. Sur le terrain, avec des soldats comme Agronorm et Moped, il ne s'agit pas de gagner des batailles, mais de changer fondamentalement la nature même de la guerre, et de savoir si le reste du monde y est prêt ou non. Ce changement est en train de se produire en ce moment même, en temps réel, sur les champs de bataille d'Ukraine. La Russie avait l'avantage du nombre au début de cette guerre, mais l'Ukraine a trouvé quelque chose de plus précieux. L'ingéniosité de construire un nouveau type d'armée capable de multiplier ses capacités tout en préservant la vie de ses soldats. Merci d'avoir regardé. Maintenant, si vous voulez découvrir l'ampleur de la révolution des drones aériens et navals en Ukraine, regardez cette vidéo. Et si vous voulez rester informé sur la façon dont la guerre en Ukraine continue de transformer la stratégie et la technologie militaire mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.